vous observez, quand vous étiez 10 ans, un enfant, un petit garçon, une petite fille, quand vous aviez 10 ans, aviez-vous des rêves? Est-ce que vous avez pensé à échelonner des responsabilités à prendre des responsabilités? Moi, je me vois cette petite fille de 10 ans, et je vois évoluer, très énergique, mais très ambitieuse quelque part, et qui était turbulente. Parce que j'aimais beaucoup me mettre à côté de mon père et écouter ses histoires. Et mon père parlait beaucoup de la justice sociale. Il avait occupé des responsabilités dans son pays. Il y a eu l'exil et il y a ce mot justice sociale. Alors je me vois dans mon parcours, parce qu'il s'agit de partager ce parcours, à un moment où, quand j'escaladais les échelons à l'école, et puis je commence à travailler à l'international, et j'ai un livre qui m'a fasciné. C'est le livre de John Maxwell, qui parle de 5 levels of leadership, ou bien les 5 niveaux de leadership. Alors il parle de quoi? Il parle du premier niveau, qui est la position. Vous êtes nommé ou vous êtes élu. Quand vous êtes nommé, tout le monde attend de vous, on ne vous connaît pas, et vous devez prouver que vous êtes un leader, vous êtes un manager, et que vous allez évoluer vos équipes pour avoir des résultats. Vous êtes élu, tout le monde vous connaît. Ils vous ont choisi, ils vous connaissent. Il y a beaucoup d'attentes. Et tu dois délivrer pour faire plaisir à ceux qui t'ont élu. Dans cette position, tu évolues. Et tu arrives à un niveau où les gens, en les stimulant, l'influence que tu leur as donnée, puissent donner le meilleur d'eux-mêmes. Il y a aussi un niveau. Si tu es chef d'entreprise, tu vas avoir des dividendes. Est-ce que ces dividendes seront reversés dans la société ou il y a une part que tu vas donner comme bonus à tes employés et même un bonus que tu vas donner pour aider les parents, pour envoyer les enfants à l'école, etc. Tu commences à gagner une certaine confiance, mais aussi une certaine notabilité au niveau de l'équipe. Et l'autre niveau, c'est que tu puisses dire, mais ce bonus aussi que je prends, ces dividendes, je vais le donner à ce que mes équipes, mon personnel, se performent. Parce que je veux qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On a non seulement des résultats, non seulement on a des dividendes, mais ces dividendes commencent à dire, je pense aux autres. Donc tu utilises ton intelligence émotionnelle où tu dis que réellement, les autres comptent. Alors qu'est-ce qu'il y a comme résultat? C'est que le personnel va te suivre. Non seulement ils sont contents de venir et travailler, mais ils se sentent partie de cette société. Ils se sentent partie de cette grande famille. Et ta réputation est faite comme leader. Tu as exercé une certaine influence, mais plus loin, c'est que ta réputation va te dépasser. On peut l'appliquer au niveau de l'entreprise, on peut l'appliquer au niveau de leader d'un pays, on peut l'appliquer partout. On connaît les grands hommes, les biographies que nous lisons. Alors j'essaie de l'appliquer dans un cas. Je suis allé dans un pays, dans mon parcours. Il y a beaucoup d'expériences que j'aurais aimé partager, mais je m'arrête à ce cas-là. C'est un cas qui était un pays qui était en difficulté, mais un pays qui évoluait, un pays très pauvre, où j'ai eu à travailler. Et ce pays particulièrement avait toutes les richesses, toute la croissance, mais on ne parvenait pas à avoir cette richesse inclusive. Et tout d'un coup, il y avait un mouvement des syndicats qui était très fort et qui se sont dévortés et qui sont allés dans la rue. Et en allant dans la rue, les forces ont riposté. On a perdu ce jour-là 100 personnes. Et parmi les 100 personnes, il y avait des enfants qui avaient des balles perdues et qui étaient à l'hôpital. Mon sursaut, c'était de dire, il faut absolument, puisque j'étais chef des Nations Unies, il fallait 3 niveaux. Résoudre le problème au niveau politique, au niveau social, au niveau humanitaire. Je crois que le plus dur, c'était de sauver la vie des gens. Sauver la vie des gens, c'était de sauver ces enfants qui étaient, d'abord qu'on devait évacuer, et deuxièmement, comment mener les 2 batailles, les 3 batailles en même temps. Il fallait aussi ne pas penser que tu peux tout faire. Il fallait faire appel aux autres. Mais le grand danger, c'était que c'est toi qu'on regarde, c'est toi qu'on appelle, même si on faisait appel aux autres, c'est loin. Donc on a fait tout ça, on a sauvé l'humanitaire, et j'avais convoqué un petit avion que j'avais affrété humanitaire. On a parcouru tous les pays,
pour essayer de donner les médicaments et de sauver la vie des gens et d'évacuer les gens. Mais le deuxième niveau, c'était de dire comment je vais faire pour que le personnel qui est dans mon bureau, qui comptait beaucoup de personnel, on doit les évacuer. On avait un système dans le jargon onusien, on parle de phases de sécurité. La phase 1, 2, 3 et 4. Quand c'est arrivé à 4, c'est qu'on n'en peut plus. Pour sauver la vie des gens et des personnels, il fallait les évacuer. Et c'est ce que j'ai fait. On est arrivé à l'aéroport et on nous disait à ce moment-là, c'était à une certaine époque, que tu devais évacuer le personnel, mais tu devais partir toi-même. Et à ce moment-là, je pense que c'est l'époque, je dirais, non satisfaisante des Nations Unies, où nous devions partir, laisser les gens au moment où on a besoin de nous. Et c'est déjà arrivé dans un pays où le personnel a été massacré. Donc, il fallait choisir entre les deux. Faut-il que je parte avec les autres ou faut-il que je reste? Dans mon subconscience de dire, tu restes. On a évacué, on est allé dans l'avion et tout le personnel est parti. Et je crois que le sentiment, quand je suis sorti, je dis, je vous laisse partir en paix. Je dis, mais madame, comment vous pouvez rester? Ça bouille partout, il y a des balles partout. Je dis, je dois rester. Et quand je suis sorti, je voyais les petits-enfants qui m'attendaient à l'aéroport, qui me disent, madame, est-ce que vous aussi vous partez? Je dis, non, je reste avec vous, on va gérer cette crise ensemble. Alors la grande surprise, quand je suis arrivé au bureau et que j'ai trouvé tout un tas de monde, parce qu'il y avait beaucoup de militaires autour de notre compound, et donc il fallait sauver cette question de sécurité. Encore une fois, je reviens à ça, et je reviendrai plus tard sur cet élément parce que c'est capital. Comment, au niveau où tu dois gérer des crises je dirais dimensionnelles, comment il faut se comporter, et surtout rassurer les autres, que le peu qui étaient restés. Mais ma grande surprise, c'est que la crise était devenue tellement forte que tous les gens qui étaient en train de marcher, qui étaient restés comme les leaders syndicalistes, sont venus demander asile à notre bureau des Nations Unies. Vous savez, selon la Convention de Vienne, on doit ouvrir ce bureau et je les ai accueillis chez moi dans le bureau. Et on avait en fait réservé ce qu'on appelle le contingency plan, tout ce qu'il faut pendant une semaine qui pouvait nourrir tout le monde, les matelas et tout ça, et tout le monde est resté là-bas. Mais je savais que j'étais suivi par la sécurité nationale et qu'ils savaient exactement ce que j'étais en train de faire avec ces gens. Alors, tout d'un coup, il y a des militaires qui sont venus devant le bureau, et je suis sorti, et j'ai rigolé. Je me suis mis devant eux, je dis, vous savez, nous sommes aux Nations Unies, la Convention de Vienne est inviolable. Vous n'entrez pas, et personne ne peut entrer dans ce lieu. Donc, je suis rentré, et ils sont restés, directement j'ai appelé les chefs d'état-major, parce qu'on était dans les états de siège, et donc il fallait absolument qu'on puisse agir très rapidement et sans réfléchir. J'ai appelé le chef de sécurité qui disait, j'ai vos gens ici, c'est nos gens. Et vous savez, le syndicat, on célèbre les 100 ans du BIT, c'est très syndicalisé et c'est aussi, pour la justice sociale, il faut protéger, il y a les conventions. Genève m'appelait, le BIT, il faut garder nos gens, il faut sauver nos gens. Et donc, ce que je dis à part de là, pour couper l'histoire courte, c'est que on a géré ça. C'était vendredi et lundi, ils avaient déclaré que s'ils n'arrêtent pas, le pire va arriver. Dans ce pays, on avait connu des exactions terribles et donc tout le monde attendait qu'est-ce qui va arriver lundi. Donc ils sont partis et moi, je suis parti à la maison et je me disais, j'ai vendredi jusqu'à lundi, lundi pour savoir qu'est-ce que je dois faire. Vous savez, dans le leadership, justement, d'escalade, dans des cas comme ça, quelle que soit la situation, même si tu es à les Nations Unies, tu es seul parce que tu es responsable. Et tu devais réfléchir à ce qu'il fallait faire. Alors, ce que j'ai fait, c'est que très rapidement, j'ai pensé, ce pays est géré, ce pays a des autorités, et il y a une personne qui gère ce pays. Même si c'est la débandade, il faut absolument que je... C'était impossible avec l'état de siège qui était pour pouvoir trouver cette personne. Mais il a fallu, chemin faisant, diplomatie faisant, j'ai pu, beaucoup de discrétion, rencontrer la personne en question. Le problème, on a causé sérieusement. Et là, je ne me trouvais plus comme un baranga, que vous voyez, j'étais devenu autre. Et c'est là que je dis, quand je le vois un peu là, c'est que quand je lui parlais d'égal à égal en disant, ces gens, c'est vos gens. Cette population, c'est votre population. Il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Il faut écouter ce qu'ils sont en train de dire. Ils sont chez moi, ils n'attendent que votre mot.
Et sérieusement, c'est là où je dis, dans les résolutions des conflits, dans les problèmes que nous avons, il y a toujours le moyen de dialoguer, de pouvoir trouver une solution. Et c'est à ce moment-là qu'effectivement, à la sortie, on s'est entendu, et le soir, on a annoncé que l'état de siège est levé, la population va reprendre, les négociations ont repris. J'ai fait appel à l'Union africaine, des autorités régionales qui sont venues m'aider et des autres autorités qui sont venues nous aider à gérer la crise, et ça s'est rétabli. Qu'est-ce que j'ai tiré comme leçon? Je n'ai pu donner une leçon dans un pays normal, mais en donnant ça, c'est que ce n'est pas seulement la gestion de ce que nous voyons, dans ce que nous nous complaisons. Il peut y avoir des situations où tu dois prendre des risques. Tu ne vas pas calculer comment je vais faire. C'est en toi. C'est toi, avec toute ta formation, tout ce qui t'a façonné, tout ce qui est, tu as eu les hauts et les bas, c'est en toi. Croire en toi. Le courage, la détermination, mais aussi oser. Parce que tu gagnes au niveau des gens, mais ce courage d'affronter et d'aller de l'avant. Au niveau personnel, je pense que j'ai tiré aussi une bonne leçon. C'est que j'ai appris que depuis le jeune âge, même à l'école, j'aimais beaucoup les biographies ou des situations qui me fascinent. J'ai toujours un petit carnet. Et vous savez, ne négligez pas ce petit carnet parce que c'est là où vous écrivez le fort de vous-même, comment vous êtes sorti de cette situation. Et en notant ça, on continue d'apprendre. It's a continuous learning leadership. Escalader l'échelle, c'est aussi un learning curve. C'est continuer d'apprendre. Et je crois que dans des situations comme ça, nous sommes en Afrique, nous parlons de l'Afrique, nous avons des situations, mais nous avons aussi dès le bas âge un leadership qui se développe en nous, un leadership au niveau des jeunes qui ont envie de pouvoir changer les choses. Et c'est l'occasion de parler justement de tête, c'est l'occasion de pouvoir dire « nous pouvons ». Yes, we can. Et c'est ça, escalader l'échelle des valeurs. C'est ça, escalader les valeurs en nous, mais aussi c'est ça, escalader les valeurs de leadership qui changent et qui changent réellement autour de nous. Et ensemble, nous pouvons. Je vous remercie.